Salut, bienvenue sur Anakaland, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle review de l'épisode 7 de la série The Last of Us, disponible sur Prime Video en France. Ce 7ème épisode intitulé Left Behind, laissé derrière ou abandonné si on veut être un peu moins littéral, qui se déroule en grande partie lors d'un flashback. Très grande partie même, le présent a à peine droit à quelques minutes d'écran dans cet épisode, et qui suit les événements du DLC du même nom. Un épisode qui pourrait sembler ennuyeux au premier abord, mais il n'en est rien. Il est en réalité très riche, en tout cas moi j'ai vraiment bien aimé, et il était temps que la hype revienne après 3 épisodes un peu mou du genou. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Cet épisode vous a plutôt plu, ou vous avez fait la sieste pendant celui-ci? De mon point de vue, on a là une excellente adaptation du DLC, tant sur le plan de la fidélité à l'œuvre originale, avec une direction artistique et une mise en scène de grande qualité. Encore une fois, chapeau bas pour les équipes techniques qui ont fait un travail exceptionnel sur les décors et la lumière notamment. Mais aussi concernant la narration proprement dite, et les ajouts au développement des personnages d'Ellie et Riley, lors de cette nuit qui va tout changer pour l'univers de la série. Cet épisode dose donc à la perfection le fanservice avec les copier-coller du jeu et l'originalité dans le ton de la série. Et je sais que certains vont penser que je ne suis pas très cohérent sur le sujet, vu que je m'en suis plaint notamment avec l'épisode 4. Mais là, c'est tellement identique tout en étant traité différemment que j'ai adoré. Les changements sont minimes, mais c'est vraiment pour le mieux, comme par exemple le nouveau personnage de Riley, brillamment interprété par la jeune actrice Storm Reid, plus âgée que la version du jeu, mais un changement pour le mieux comme je l'ai dit, et qui sert très bien l'histoire de cet épisode 7. Dans cette vidéo, je vais donc revenir sur tous ces éléments qui, selon moi, valent le coup d'être relevés, tant ils sont parlants pour la construction du personnage d'Ellie. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'épisode commence là où le précédent s'était arrêté. Joel, blessé, demande à Ellie de repartir chez Tommy, car encore une fois, il veut la protéger. Il préfère la voir survivre elle que survivre lui-même. On a atteint le point où son attachement à Ellie dépasse toute logique et son propre instinct de survie. Mais Ellie lui dit de bien la fermer avant de partir à la recherche d'un petit quelque chose qui pourrait l'aider à le soigner. Et cela va bien sûr faire écho dans son esprit à des événements survenus plus tôt dans sa vie. Ensuite, donc très rapidement, on a un flashback. Ellie qui était à l'académie de la Fedra, dans laquelle elle avait déjà du mal à tenir sa langue et surtout à s'intégrer. Ce qui est parfaitement imagé par son petit cassage de bouche de la meuf qui la martyrise, avant de finir dans le bureau du directeur. On apprend ici que le comportement d'Ellie a changé après le départ de Riley, sa coloc. Et on a notamment un petit discours qui représente bien ce qu'est la collaboration. Fais ce qu'on attend de toi et tu seras officier, donc tu pourras rester au chaud, dans ton petit confort, pendant que les autres feront le sale boulot pour toi. Tout ceci ajouté à un peu de propagande et de flatterie, et voilà Ellie qui rentre dans le rang. Et ensuite l'apparition que l'on attendait tant, enfin moi c'est mon cas, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, Riley qui se faufile dans sa chambre et fait une surprise à Ellie. Ici on remarque l'attachement des deux jeunes femmes et le changement d'âge. Riley est plus âgée, ce qui se justifie très facilement par la réécriture du scénario et l'actrice Storm Reid qui est au top. On comprend très vite que Riley est très protectrice envers sa cadette, encore un intérêt à ce changement d'âge. Et Ellie utilise aussi envers Riley les mêmes mots que ceux qu'elle a eus pour Marlène dans le pilote, terroriste. Ensuite, elles partent en vadrouille pour le centre commercial où tout va se mettre en place pour l'intrigue de la série. On remarque aussi la pudeur d'Ellie quand elle s'habille, elle ne veut pas que Riley la regarde, car elle est amoureuse, et du coup ça n'a plus le même sens qu'avec une simple amie ou une colocataire. Sur leur route, elles trouvent ensuite le cadavre et la fameuse bouteille. Ce corps semble être le premier pour Ellie, et encore à ce stade, elle trouve ça drôle, tel l'enfant matrixé par la Fedra qu'elle est encore. Et concernant l'alcool, elle dit même devant Riley que c'est un régal en avalant difficilement, alors que plus tard, elle dit la vérité à Joel, mais qui n'a jamais fait semblant devant ses potes pour paraître plus mature ou badass quand on avait 14 ans. Et on voit là aussi cette passion qu'avait déjà Ellie pour les flingues, donc un portrait très rapide et efficace de ces deux jeunes femmes et de leur dynamique commune. Ensuite, le centre commercial est d'une fidélité hallucinante, extrêmement vraisemblable, notamment le passage du carrousel qui est topissime. Tout cet épisode, ou en tout cas sa partie flashback, est une parenthèse de candeur et de paix dans le récit, jusqu'à ce que ça tourne mal bien sûr. Très bonne adaptation, je le redis, car on s'en fait vraiment pour Ellie et Riley. Bien qu'on sache que Ellie va se faire mordre à un moment et survivre, ça reste une surprise d'en voir les circonstances. Et même pour quelqu'un ayant joué au jeu et son DLC, on apprend à mieux connaître Riley grâce à plus de contexte, et même la narration qui est plutôt basique dans le jeu est très prenante ici. Entre la musique, la surprise d'Ellie et ce côté protectrice de la jeune Luciole, tout y est pour qu'on s'attache à ces deux demoiselles. Les musiques sont vraiment dingues aussi, et collent parfaitement au propos, entre The Cure et les morceaux directement tirés du jeu, l'ambiance est posée. Et très drôle aussi le coup du savon versus les baskets, ou encore le passage devant la vitrine de Victoria's Secret. Alors que dans l'épisode précédent on aurait pu croire Ellie naïve quant au secret de l'amour, alors qu'elle s'interrogeait sur l'intérêt de tout ça en lisant le journal à Jackson, et là on comprend que non, elle n'est pas si niaise et elle sait à quoi sert la lingerie. Et quand Riley lui dit qu'elle l'imagine portant ça, on voit qu'elle rougit. Et elle se refait même une rapide beauté avant de continuer. Donc ce qui n'avait aucun intérêt pour elle, c'était bien les garçons, et pas l'amour.
Car dans cet épisode, on suit plus un premier rendez-vous amoureux qui tourne mal qu'une simple aventure dans un lieu interdit. Et ça c'est cool je trouve. Notamment au niveau du découpage, on ressent bien ça. Par exemple, sur le carrousel, on a droit à des plans très serrés sur leurs deux visages qui passent un bon moment, et notamment Ellie qui regarde Riley avec toute sa tendresse. Et petit changement aussi dans la cabine photo. Ici, dans la série, il reste de la péloche pour imprimer celle-ci, et Ellie peut donc garder un souvenir de son ami pour la suite, ce qui n'était pas le cas dans le jeu. Par contre, j'aurais aussi aimé un petit lien avec le jeu au travers des plaques de Luciole de Riley. Genre voir l'aîné donner ses plaques à Ellie ou quelque chose comme ça. Petit clin d'œil qui aurait été bienvenu et aurait pu accroître cette sensation de lien entre elles. Par exemple quand elle lui demande de rester auprès d'elle. Vient après ça le passage de la salle d'arcade, qui est certes un peu étiré en longueur, mais qui sert là encore à illustrer les retrouvailles et surtout le temps passé séparé des deux jeunes femmes. Et alors qu'elles jouent et font du bruit, on a par contre un super clin d'œil à cet autre centre commercial, dans le présent, dans le DLC, avec le magasin de poupées dans lequel se trouve un infecté en train de s'encrouter au mur, qui est malheureusement réveillé par leur rire et autres bruits de la borne de jeu. Ensuite, avant la dernière surprise, Ellie tente de deviner ce qu'elle sera et parle notamment de dinosaures. Notez bien cette info pour la prochaine saison, car il devrait y avoir un très beau moment entre Joel et Ellie sur le sujet, avec même des références à Jurassic Park, vous verrez. Enfin, on voit apparaître le livre de blagues d'Ellie, qui lui est donc bien offert par Riley avant que notre héroïne ne découvre la planque de bombe de celle-ci. Ce qui devient rapidement un sujet de dispute entre les deux jeunes femmes, jusqu'à ce que la conversation change de sujet pour parler des adieux de Riley à Ellie, car elle part en mission pour les Lucioles et doit quitter Boston. Donc au final, cette soirée entre amis était surtout une tournée d'adieu, même si on se rendra bien vite compte qu'elle espérait que cela soit une occasion pour Ellie de lui faire changer ses plans. J'ai aussi beaucoup aimé ce mix entre le magasin de farce et attrape avec les trucs d'Halloween et le dernier magasin avec les vitrines sur lesquelles elles dansent à la fin. Quelque chose de plus cohérent d'en faire le point final de leur périple à travers ce temple de la consommation du monde d'avant. Et en plus, c'est encore plus flippant de voir l'homme champignon débarquer et les poursuivre dans ces rayonnages étroits et encombrés. Et les masques sont ouf aussi, tellement vraisemblables, dans cette scène je me suis vraiment cru dans le jeu. Entre ça et la musique, j'étais ravi, car malgré tout ce n'était pas too much, contrairement à d'autres passages de la saison. On a ensuite le premier baiser, très gêné et mignon, qui devait bien arriver, et puis l'infecté débarque et gâche la fête. On voit Riley qui prend les choses en main, enfin elle le pense, mais tout tourne mal, car malgré leur entraînement chez la Fedra, elles restent des adolescentes qui n'y connaissent rien. Puis Ellie l'élimine pour sauver son ami de la même façon qu'elle le fait plus tard pour Joel, un bon coup de canif dans la tronche. Et là, elle y ajoute même un hurlement de rage car Riley était en danger, mais surtout car elle est terrorisée. Et ensuite, grande exclamation de joie pour évacuer ce stress avant que Riley ne remarque son bras et la condamnation à mort que représente la morsure. Et la réaction d'Ellie est vraiment véridique pour le coup, de même que le jeu de Bella Ramsey que j'apprécie beaucoup dans cet épisode. Et alors qu'elle tente d'effacer la marque comme si rien n'était réel, mais si, c'est réel, elle s'est faite mordre. De même que Riley quand elle tentait de le repousser. Puis, sous cette musique devenue légendaire pour les joueurs, on revient rapidement à Ellie qui cherche de quoi soigner Joel, comme pour dire à son moi du présent de ne pas abandonner, de ne pas le perdre lui aussi. Et on revient très vite dans la boutique pour la dernière conversation des deux amoureuses, avec le petit speech des options qui vient directement de l'œuvre d'origine là aussi. Petit bémol toutefois ici, j'aurais aimé en voir plus sur ce qui se passe ensuite, que la série nous raconte vraiment les derniers instants de Riley et Ellie. Même si au final en le disant, je me rends compte que cela aurait probablement enlevé la poésie du moment. Et pas sûr non plus de vouloir voir Riley se transformer sous les yeux d'Ellie, probablement anéantie et dévastée de ne pas en faire autant à ce moment-là. Même si le choix qu'elle a dû faire à cet instant-là aurait pu être intéressant. Dans le présent, Ellie ne veut pas perdre Joel comme elle a perdu Riley. Cela fait un lien très fort avec ce qu'elle a dit dans l'épisode 6, que tous les gens qu'elle aime finissent par mourir et l'abandonner. Elle le recoue à la va-vite avec un bout de fil, avec encore cette musique légendaire, celle du générique de fin du DLC, qui se finissait sur le même genre de cut au noir, très brutal. Voilà, donc un épisode super intéressant et qui pose déjà les bases pour le suivant, avec ce quartier résidentiel enneigé dans lequel Ellie se réfugie avec Joel, mais surtout ce besoin que va avoir Ellie de se débrouiller seule et de rechercher des antibiotiques notamment pour pouvoir continuer à soigner celui qu'elle aime maintenant comme un père. Ce qui va donc l'amener à rencontrer le charmant et malfaisant David dans l'épisode 8. Et concernant l'épisode 9, c'est certainement là que l'on verra les flashbacks inédits de Hannah, la mère de la jeune immunisée comme une sorte d'écho à ces dictaphones que l'on trouvait dans les derniers chapitres du jeu. Dictaphones contenant des messages de Marlène pour son amie Hannah concernant sa fille. Je remarque aussi un schéma dans la série, une forme de symétrie. L'épisode 1 qui était divisé autant en flashback que dans le présent, le second totalement dans le présent si on fait omission du passage à Jakarta au début, et le troisième presque entièrement dans le passé avec Bill et Frank. Les trois du milieu qui n'ont rien de bien mémorable, même si le cinquième, donc le milieu de la saison, est une sorte de flashback qui rattrape le présent d'Ellie et Joel. Et là, si le 7ème est dans le passé comme on vient de le voir, puis le 8 sera dans le présent, et enfin le 9ème et dernier sera probablement autant dans le présent que dans le passé d'Hannah, avec la naissance d'Ellie notamment.
On remarque donc clairement une volonté de construire la saison avec une forme de symétrie dans sa structure. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Et vous, qu'en pensez-vous? Ça n'a probablement aucun intérêt, mais je pose ça là, on sait jamais. Donc plus que 2 épisodes pour cette première saison de la série The Last of Us. Ça risque d'aller un peu vite à présent, et comme je m'en inquiétais déjà la semaine dernière, pas aussi glauque ou violent que dans les jeux. Surtout concernant le passage de David et ses gars. Mais toutefois, très curieux de voir où l'on va ici. Je commence vraiment à me faire à cette direction qu'ont pris Neil Druckmann et Craig Mazin, les showrunners, pour nous raconter cette histoire. Et il faut dire que cet épisode a vraiment bien relancé la hype de mon point de vue, même si je reste très dubitatif sur le traitement futur d'Ellie pour la saison 2, mais ça, j'en reparlerai après la fin de la saison, sinon vous allez me détester d'avoir spoilé un si grand final. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas pensez au pouce vers le haut et surtout aux petits commentaires pour le référencement. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la review de l'avant-dernier épisode sur Anakaland. Bye.